Le président de la République, chef de l'État, se rendait ce matin en Afrique du Sud pour prendre part aux obsèques historiques de la figure emblématique de la nation arc-en-ciel Nelson Mandela. Au même moment, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération signait dans le livre de condoléances au niveau de la représentation sud-africaine au Niger. Bazoum Mohamed présentait ses compassions au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple nigérien. Innov Act, prix d'excellence remis au meilleur artisan de la 8e édition du SAFAM qui s'est tenue à Niamey avec Zender comme région phare, cérémonie présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini en présence de la marraine du SAFAM Hajia Aïssata Issoufou. La coopération turque fait don de plusieurs matériels audiovisuels à l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, dont de la télévision turque. La réception a eu lieu ce matin entre le directeur général de l'ORTN et l'ambassadeur turc au Niger. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité de suivre ce journal. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey ce matin en direction d'Afrique du Sud afin de prendre part à la cérémonie d'hommage consacrée à l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, décédé le 5 décembre dernier à Johannesburg à l'âge de 80 ans. Et le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine, Bazoum Mohamed, était cet après-midi à l'ambassade de l'Afrique du Sud pour présenter les condoléances du président de la République, du gouvernement et du peuple nigérien suite au décès de Nelson Mandela. Le président sud-africain, donc à cet effet, Bazoum Mohamed, a signé le livre de condoléances, en ces termes, livre de condoléances, que vous venez de voir en image. Le président Mandela vient de s'en aller. Ce fut un beau souffle, une belle intuition politique et morale. Il fut un modèle de combat, de résistance et de pionnier à traiter. Il fut aussi une grande inspiration pour la tolérance, le pardon et la réconciliation. Après 27 années de prison des régimes racistes, il a conduit les destinées de son pays pour en faire une nation arc-en-ciel, réconciliée, stable et prospère. Puisse son exemple inspirer les Sud-Africains, puisse-t-il inspirer toute l'humanité. Au nom du président de la République, Issoufou Mahamadou, au nom du gouvernement et du peuple du Niger, je présente nos condoléances attristées à sa famille et au vaillant peuple d'Afrique du Sud, ainsi qu'à son gouvernement. Signé Bazoum Mohamed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Et relativement au Salon international de l'artisanat pour la femme, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a présidé ce matin au Palais de Congrès de Niamey la cérémonie de remise du prix d'excellence ou prix national de l'innovation artisanale Innov Act en présence de la marraine du SAFEM, la première dame Hajia Aïssata Issoufou. Une manière d'encourager le renouvellement et l'adaptation de la production artisanale aux besoins des consommateurs. Sadi Sanda, Taïro Hassan et Salif Kerba. Ce prix du concours national de l'innovation artisanale, dénommé Innov Act ou prix du président de la République, témoigne de l'intérêt qu'accorde le chef de l'État Issoufou Mahamadou
au développement du secteur de l'artisanat. Une vision partagée par la marraine du Salon international de l'artisanat pour la femme, la première dame Hajia Aissata Issoufou. D'où cette initiative pour encourager le renouvellement et l'adaptation de la production artisanale aux besoins des consommateurs. Ainsi donc, grâce à Innov Act, à chaque édition du SAFAM, le public découvrira des objets exceptionnels, de véritables œuvres d'art, mais aussi du talent et du savoir-faire. Le comité d'organisation de Innov Act a rappelé l'importance de ce grand prix qui récompense la tradition, l'innovation et la culture en rendant hommage au savoir-faire et à la créativité des artisans de notre pays. Le grand prix du président de la République, remporté par la région de Dosso, a été remis par le Premier ministre-chef du gouvernement Birji Rafini, représentant le chef de l'État. Il s'agit d'un trophée en or plus 3 millions de francs CFA. La délégation de Côte d'Ivoire a reçu le prix du meilleur stand, soit 1 million de francs CFA, offert par la première dame, marraine du SAFAM. Le sultan du Damagaram, région phare, les chefs de canton de Myria et de Belbéji ont aussi reçu des cadeaux de la part de la ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Mme Baré Yahaya Hawa Abdou. Plusieurs autres prix ont été également remis par la coordinatrice du SAFAM, Mme Bari Bibatanyandou, le sultan du Damagaram, les ministres de la Culture, de l'Environnement, du Commerce et celle de la promotion de la femme par intérim. La première coordinatrice du SAFAM, Mme Kani Aïchat Boulama, et le ministre de l'Artisanat de l'époque, Rissa Agboula, ont aussi reçu des distinctions pour les efforts consentis dans le cadre de la promotion et le rayonnement de l'artisanat nigérien en créant le SAFAM, le Salon international de l'artisanat pour la femme en 2000. Après la remise des prix, le Premier ministre et la Première dame, ainsi que les épouses du président de l'Assemblée nationale et du Premier ministre, ont procédé à la visite des stands des différents lauréats. Et comme nous vous donnions rendez-vous hier, nous recevons sur ce plateau M. Suleiman Zourkaleni, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Monsieur Suleiman Zourkaleni, bonsoir. Bonsoir, M. Baye. Merci d'avoir accepté notre invitation et nous vous recevons pour avoir beaucoup plus d'amples explications sur le fonds qui était au Trésor à la date du 18 février 2010. Est-il réellement 400 milliards de francs CFA? Mais en attendant, ma première question est de savoir comment fonctionne la gestion donc, de la trésorerie de l'État. Merci, M. Abari. La gestion de la trésorerie de l'État repose sur des normes internationales en matière de gestion des finances publiques. De manière très concrète, cette gestion s'opère entre le Trésor public, qui est la Banque de l'État, et la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, le tout au moyen d'un dispositif de suivi comptable concomitant des flux de recettes et de dépenses à travers des comptes appropriés. Conséquemment, la BCAO produit et transmet quotidiennement au Trésor des relevés bancaires au même titre qu'un particulier peut accéder à la situation de son compte tenu par son banquier. C'est dire que les situations de trésorerie suivies par ces deux institutions, concomitamment, je le disais tantôt, sont absolument fiables. Merci. Et pour revenir au sujet principal, à la date du 18 février 2010, quels sont les comptes de la trésorerie générale et de la comptabilité publique? Merci, M. Abari. Et je voulais ici préciser quelque chose. C'est que je ne suis pas venu pour polémiquer. Je suis venu humblement apporter un éclairage technique à une question de controverse. Raison pour laquelle on vous a invité d'ailleurs. Merci, M. Abari. Ceci étant, pour mieux expliquer, éclairer et édifier nos compatriotes sur ce qui se dit, je vais amener quelques éléments de réponse. D'abord,
des recettes exceptionnelles ont effectivement été enregistrées entre 2006 et 2008. Des plus significatives, on va retenir l'achat ou la vente, si vous voulez, des permis par des Chinois en 2006 et en 2007. Ces deux montants cumulés qui font 41 milliards 410 millions 577 217 francs CFA. Vous avez les fonds canadiens, c'est également deux montants enregistrés respectivement le 22 octobre et le 6 décembre 2007, qui totalisent 16 milliards 398 millions 878 702 francs CFA. Vous avez la licence Orange, enregistrée le 11 décembre 2007 pour un montant de 31 milliards 485 936 000 francs CFA. Vous avez le bonus chinois, enregistré le 30 juin 2008 pour un montant de 123 milliards 375 millions de francs CFA. Et enfin, vous avez les fonds Sopamine, enregistrés le 10 janvier 2008 pour un montant de 15 milliards de francs CFA. Donc ces montants cumulés de recettes exceptionnelles pendant la période que j'ai indiquée, 2006-2008, s'élèvent à 227 milliards 670 millions 291 979 CFA. Naturellement, ces ressources additionnelles ne restent pas statiques dans les comptes du Trésor. Et donc, ces recettes ont été dépensées pour faire face aux charges récurrentes, aux charges permanentes de l'État. Ce qui fait que, effectivement, ces ressources ont été en grande partie utilisées. Et en janvier 2010, déjà apparaissait, janvier 2010 apparaissaient déjà des signes de tension de trésorerie. C'est ce qui a fait que le ministre des Finances, ministre de l'économie et des Finances de l'époque, a jugé nécessaire d'en informer son Excellence, Monsieur le Président de la République, par une lettre 00319 MEF DGTCP du 11 février 2010. J'ai cette lettre, mais je ne trouve pas opportun de rentrer dans les détails. Justement. Je voulais juste dire que cette lettre indique que la trésorerie brute, donc la trésorerie globale, à la date du 10 février 2010, se chiffre à 55 milliards 575 millions 562 965 francs CFA. Tandis que la trésorerie nette, c'est-à-dire la trésorerie hors compte projet, est de 42 milliards 281 millions 909 353 francs CFA. Cette lettre précise également que le paiement des salaires civils et militaires ainsi que des pécules, des contractuels du mois de janvier 2010 ont été assurés suite à un prélèvement de 4,5 milliards de francs CFA sur les dépôts de la BCEAO. Voilà la substance de la lettre. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ceci, que d'abord, le ministre des Finances de l'époque, le ministre de l'économie et des Finances de l'époque, affirme qu'à la date de la signature de sa lettre, la trésorerie de l'État était des chiffres que je venais de vous annoncer, c'est-à-dire 55 milliards 575 millions 562 965 francs CFA brut. Net, 42 milliards 281 millions 909 353 francs CFA. Ça, c'est une certitude affirmée par le ministre de l'économie et des Finances à la date du 10 février, pour une lettre du 11 février adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ensuite, l'autre enseignement de cette lettre, c'est que les difficultés de trésorerie étaient réelles, parce que
les paiements, les salaires de janvier, les ressources propres ne pouvaient pas permettre de payer les salaires de janvier. Il a fallu procéder à un prélèvement. Quand il parle de compte de dépôt, c'est les fonds que je viens d'énumérer, sur lesquels à cette date il ne restait pas grand-chose. Il ne restait que le bonus chinois. Donc c'est un prélèvement sur le bonus chinois. Donc à l'époque, c'était environ 38 milliards prélevés, 4 milliards 5, il ne restait que 33 milliards 7 qui ont fait l'objet du bonus chinois qui était à la date du 18 février, qui était au départ le 30 juin 2008 de 123 voilà, le montant, voilà. Et qui est revenu à la date du 18 février 2010 à environ 33 milliards et quelques. Voilà, 33 milliards 7, voilà. Justement, qu'en est-il du débat qui porte sur les 400 milliards de francs CFA qu'on évoque tantôt par-ci par-là, et sur une note qui vient de la direction de la comptabilité publique également qui évoque ce montant. Je voulais préciser quelque chose avant même d'arriver à cette note. Je voulais préciser ceci. C'est que là, nous sommes au 18 février. Je vous ai dit qu'officiellement, le ministre de l'économie et des finances a saisi le président de la République pour lui rendre compte de la situation de la trésorerie à la date du 10 février. Maintenant, entre le 10 février, le 11 février et le 18 février, la date des événements dont on en parle. Donc, à cette date, qu'est-ce qui s'est passé? À cette date, le 11 février, la trésorerie globale était à 56 milliards 045 606 369. Le vendredi 12 février, elle est remontée à 56 milliards 296 843 187. Le lundi 15 février, elle est remontée à 56 milliards 388 925 083. Le 16 février 2010, elle est redescendue, oui, à 56 milliards 325 333 007 francs CFA. Le 17 février, elle est remontée à 56 milliards, pas de brut, 640 291 271 francs CFA. Maintenant, le 18 février, jeudi 18 février 2010, elle était de 53 milliards 765 862 587 francs CFA. Largement loin des 400 milliards évoqués. Voilà, largement loin des 400 milliards. Donc c'est cette situation-là de trésorerie globale de l'État et des comptes projets à la date du 18 décembre qui se chiffrait, tel qu'apparu dans les documents, à 53 milliards 765 682 587 francs CFA. Tandis que la trésorerie nette, elle, hors projet, est de 43 milliards 664 495 393 francs CFA. D'accord. Donc ma question, qu'en est-il du document comportant la tête de la direction générale du Trésor de la comptabilité publique qui n'existait pas le 18 février 2010 et de l'absence de signature du dit document qui circule, un manque d'authenticité du document? Oui, absolument. Bon, ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que j'expliquais tantôt que la BCAO produit des situations comptables, les relevés de nos comptes. Et les relevés de nos comptes, il y a une multitude de comptes. Donc le Trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il procède à un retraitement pour les décideurs, pour les expliquer. Donc c'est juste une note d'information pour dire aux décideurs, effectivement, il ressort des relevés de la BCAO une trésorerie globale de 53 milliards 765 682 587, mais la trésorerie nette était de 43 milliards, tel que indiqué. Ça, c'est juste une situation d'information pour informer les décideurs. C'est une situation qui n'a pas de valeur comptable. C'est juste une information et qui, au moment demandé, on le fait juste pour informer les décideurs que, en fait, le relevé est authentique, comptable, voilà, mais il faut faire attention. Ce n'est pas l'ensemble de ce montant qui appartient à l'État. La trésorerie nette, qui est directement accessible, est de temps, et la trésorerie brute globale est de temps. C'est juste une note d'information. Donc c'est ce document, effectivement, qui a été édité avec le logo du Trésor, sans signature, mais il n'a aucune valeur comptable. Nous, c'est juste pour informer le décideur sur
sur ce que je viens de dire. Néanmoins, effectivement, le contenu est exact. Le contenu est fondé, le fond est authentique. Voilà. Avant de vous permettre de conclure, jusqu'à quel montant, c'est une question un peu personnelle que je vous pose, jusqu'à quel montant est-ce que la Direction générale de la comptabilité publique peut déposer à son niveau, jusqu'à quel niveau, quel est le niveau qui vous permet de déposer au niveau de votre compte, au niveau de la BCAO, et comment est-ce qu'on peut avoir par exemple accès à ces genres de fonds à votre niveau? Non, ben, là il faut dire qu'au niveau, maintenant c'est au niveau de la caisse, au niveau de la caisse du Trésor, nous ne pouvons pas garder des sommes importantes. Nous gardons juste des sommes ne dépassant pas un certain seuil réglementaire pour permettre de faire face aux dépenses urgentes. Maintenant, lorsque les dépôts dépassent ce seuil réglementaire, nous procédons à un nivellement. Donc nous prélevons ces montants pour les reverser sur notre compte à la BCAO. Bon, c'est des comptes qui ne sont pas, c'est des fonds qui ne sont pas très importants, et donc ils sont sécurisés, et puis ensuite dans le caveau du Trésor. Mais ce n'est pas des fonds extrêmement importants. Qu'on peut prélever à tout moment. Oui, on peut prélever à tout moment, sous certaines conditions. Donc, Monsieur Suleiman Kalen, je vous laisse conclure. Mais, bon, pour conclure, je voulais dire deux choses. C'est dire que, comme je viens de le démontrer, donc à la date indiquée, la somme de 400 milliards n'a pas été enregistrée par le Trésor. Cette somme n'a pas été enregistrée par la BCAO. Deuxièmement, les informations que je viens de fournir sont des informations certifiées, certaines, qui ne peuvent être infirmées que par la BCAO ou le ministre de l'économie et des finances de l'époque. Donc, à tout moment, les gens peuvent s'adresser à ces deux personnes pour amener la preuve contraire de ce que je viens d'exposer. D'accord. Monsieur le directeur général, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir nous apporté autant d'informations. Je vous remercie. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre aujourd'hui, 9 décembre 2013, la journée mondiale de la lutte contre la corruption. À cette occasion, la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'ALCIA a fait le point sur ses activités. C'était au cours d'une cérémonie à laquelle a pris part le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini. Amsatou Mamadou, Salif Garba. Célébrer le 9 décembre de chaque année, la journée internationale de lutte contre la corruption offre l'opportunité de sensibiliser le monde aux problèmes de la corruption et faire connaître le rôle de la Convention des Nations Unies contre la corruption en matière de lutte et de prévention. Le Niger s'est engagé aux côtés d'autres pays par la mise en place de la ALCIA, véritable organe de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. 2 ans après sa création, le Niger a enregistré des progrès significatifs en avançant de 113e place en 2012 à 106e place en 2013 sur un effectif de 177 pays selon les indicateurs de Transparency International. Toujours selon ces mêmes indicateurs, le Danemark est en tête de la liste des pays les moins corrompus du monde. Cela est dû au fait que les services et les fonds publics ne sont pas utilisés pour les gains privés, a dit la chargée d'affaires de la coopération danoise. Notre succès dans la lutte contre la corruption, c'est plutôt le résultat d'une société civile ouverte et vibrante, d'une presse libre et critique, d'un engagement politique fort, d'une législation appropriée et d'institutions efficaces. En d'autres termes, il est difficile d'être corrompu au Danemark, tout simplement parce qu'on a peu de chances de s'en sortir. Les risques sont grands et les conséquences dures. J'ai la ferme conviction que c'est cela la clé de notre succès. Et à cause de notre succès dans la lutte contre la corruption, nous avons également réussi dans d'autres domaines. Nos efforts dans le combat contre la corruption favorisent le développement économique et la prospérité de notre peuple, renforcent notre confiance vis-à-vis de nos leaders politiques et de la démocratie et s'avèrent essentiels dans l'application de la loi et la protection des droits des hommes. Pour le président du réseau parlementaire de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la lutte contre ce fléau est un préalable à tout combat pour le développement.
Ce combat rude nécessite l'engagement de tous pour une victoire dans le but de construire un Niger émergent. Des efforts ont certes été enregistrés, mais beaucoup reste encore à faire dans le cadre de la lutte contre la corruption au Niger. Au cours de cette année, les investigations de la ALCIA ont porté sur plusieurs affaires ayant trait, comme d'habitude, au domaine suivant: fraude dans les examens et concours, favoritisme dans les marchés et corruption, concussion dans les marchés publics, détournement de deniers publics, fraude dans les opérations douanières. Au plan de la prévention de la corruption, la ALCIA est actuellement dans un processus passif d'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Pour notre part, je puis vous assurer de l'engagement de la ALCIA à assumer ses missions avec détermination en dépit des adversités. Toutefois, Monsieur le Premier ministre, il est indispensable de conforter l'assise juridique de notre institution en la dotant de prérogatives juridiques aptes à lui permettre d'assurer efficacement ses missions par l'adoption de la loi anticorruption au Niger. En effet, les pouvoirs de la ALCIA sont actuellement limités, notamment dans le cadre du déclenchement de la procédure de détection et de lutte contre la corruption et des infractions assimilées, dans le cadre de la coopération avec les institutions financières, dans le cadre du recouvrement des avoirs, toutes choses constituant par ailleurs des préoccupations de l'opinion publique où la ALCIA est fortement attendue. De plus, il est important de procéder à l'incorporation de notre ordre juridique interne des dispositions relatives aux conventions et protocoles sur la corruption régulièrement ratifiés par notre pays. La corruption doit être combattue à tout prix car c'est un mal qui entrave le développement de notre pays. Nous nous retrouvons aujourd'hui au siège de la ALCIA, cet instrument qui a été mis en place en 2011 et qui est en train de faire ses preuves. Nous félicitons véritablement l'équipe de la ALCIA pour les efforts réalisés depuis, même si nous savons qu'il y a beaucoup d'obstacles qui font que les efforts sont encore en deçà de nos attentes. C'est vrai que nous avons gagné des rangs en termes de perception de la corruption. Ceci est encourageant, mais nous souhaiterions faire plus. Nous souhaiterions... Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain 10 décembre 2013 le 65e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. La célébration de cette date anniversaire est placée sous l'Organisation des Nations Unies sur le thème 20 ans de défense et de promotion des droits humains. Dans le message livré à cette occasion, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a déclaré que à cette édition, l'accent sera mis sur les efforts réalisés par les États au cours des 2 décennies. Suivant le ministre Marou Amadou. Mesdames et messieurs, l'expression des droits et libertés exige un cadre démocratique établissant des règles dont le respect s'impose à tous, citoyens comme pouvoir public, les premiers participant au jeu démocratique à travers l'exercice de leurs droits politiques et les seconds exerçant les devoirs de leur charge conformément au mandat à eux conféré par le peuple et dans le respect des lois. Mesdames et messieurs, nous, pouvoirs publics, fonctionnaires civils et militaires, chefs traditionnels et religieux, opérateurs économiques et du monde rural, autres acteurs de la vie nationale, médias, ONG, associations et syndicats et citoyens tout court, sommes tous interpellés par cette situation peu honorable pour notre pays. Il ne dépend que de nous pour qu'elle change, car nous disposons de potentialités nécessaires dont la mise en œuvre peut impulser le développement du Niger. Nous ne sommes pas condamnés, loin s'en faut. Il ne suffit que d'un sursaut d'orgueil et d'une prise de conscience véritable pour préserver notre système démocratique du cycle infernal des crises et poursuivre avec ardeur et responsabilité l'œuvre de construction nationale dont les grandes lignes sont tracées par le programme de renaissance du Niger, œuvre sans laquelle les droits et libertés prévus par la Constitution resteront de vaines promesses. Mesdames et messieurs,
Depuis l'avènement de la 7e République, force est de constater que beaucoup d'efforts ont été réalisés dans le domaine des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels et des droits dits de solidarité, au point où l'Office du Haut Commissariat aux droits de l'homme a retenu le Niger comme un modèle de bonne pratique en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, notre pays doit cette célébration à ses efforts politiques et à son dialogue avec les organes des traités par la rédaction et la présentation de son rapport EPI, examen périodique universel, et de plusieurs rapports périodiques parmi lesquels le document de base commun, les rapports sur la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention sur les droits de l'enfant et son protocole additionnel, les rapports sur la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention sur le droit des personnes handicapées. Cette démarche de notre pays a permis, au plan international, de donner de la visibilité à ces actions de protection et de promotion des droits humains. Quant aux droits nécessitant l'intervention de l'État pour leur mise en œuvre, on peut affirmer sans risque de se tromper, celui-ci s'emploie dans la limite de ses moyens à créer les conditions favorables permettant aux citoyens d'en jouir ou de les exercer. Il en est ainsi pour la promotion de la femme et du genre pour laquelle le gouvernement s'est engagé à instaurer par un dialogue et les réformes un environnement institutionnel, juridique, social et économique favorable à la réalisation de l'équité et de l'égalité du genre, la promotion des droits des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que le renforcement des capacités des femmes en matière de leadership et de participation aux instances de prise de décision. Mesdames et messieurs, ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, des efforts considérables ont été consentis, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau et à l'alimentation. Toutefois, il reste entendu que beaucoup reste à faire en matière de droits économiques, sociaux et en matière de protection de l'environnement. Mesdames et messieurs, au regard de tout ce qui précède, on peut noter des évolutions significatives dans la défense et la promotion des droits humains au Niger depuis 20 ans. Mais on ne doit pas s'en satisfaire. C'est pourquoi il est de la responsabilité de tous ceux qui œuvrent à la protection et à la promotion des droits humains de redoubler d'efforts pour consolider les acquis, notamment démocratiques, car seule la démocratie peut permettre de réaliser dans des conditions de stabilité durable les droits humains et par voie de conséquence assurer l'effectivité de leur jouissance. Mesdames et messieurs, 20 ans c'est beaucoup et peu à la fois pour réaliser les droits humains, mais on peut mesurer ce qui a été fait et s'interroger pour l'avenir sur l'ampleur de ce qui reste à accomplir. Œuvrons donc ensemble pour assurer un monde meilleur à nos enfants, en leur offrant un cadre politique et économique dans lequel ils pourront s'épanouir pour que triomphent les droits humains. Nous devons ensemble œuvrer à l'avènement d'un monde débarrassé de l'oppression et de la dictature, de la misère et de la pauvreté et de tous les maux susceptibles de compromettre le bien-être de tous et de chacun. Le gouvernement, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour réaliser les engagements du président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et assurer ainsi aux populations nigériennes un monde plus sûr. Le Niger, à l'instar du monde entier, célèbre demain la journée internationale de déclaration des droits de l'homme. À cette occasion, le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, a adressé un message en cette veille de la journée. Suivant Khalid Ikri. Ainsi, à l'instar des nations éprises de paix et de tolérance, notre pays a adhéré aux principaux instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs à la protection des droits de la personne humaine. Mesdames, Messieurs, les droits de l'homme ne sont malheureusement pas encore implantés partout dans le monde. C'est dire donc que la responsabilité d'œuvrer encore plus pour la réalisation et le respect des droits humains incombe au premier chef à chaque communauté nationale étatique.
Progresser dans le respect de ces droits, c'est avancer sur la voie de la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Dans cette dynamique, la Commission nationale des droits humains a pour mission constitutionnelle de promouvoir et de veiller à l'effectivité des droits de l'homme par tous les moyens appropriés sur toute l'étendue du territoire national. Le sous-thème retenu par la Commission nationale des droits humains est l'éducation, la paix et la sécurité. En raison du contexte national, sous-régional et même international, et cela rejoint la préoccupation de la conférence mondiale sur les droits de l'homme ci indiquée. L'éducation aux droits humains est un facteur important de la culture de la paix, de la tolérance, du civisme responsable et démocratique. C'est dans ce sens que des conférences-débats ont eu lieu sur ces thématiques le 6, 7 et 8 décembre 2013 à Tel Aviv. La paix, la sécurité, les droits humains sont des préoccupations qui nous concernent tous. L'État, la société civile, la classe politique, les leaders religieux et d'opinion, les chefs traditionnels et les citoyens. Chacun doit apporter son concours à l'édifice d'un État de droit, terrain de prédilection par excellence des droits de l'homme. Les situations de malgouvernance et de mal-développement sapent les fondements de la démocratie et conséquemment mettent à rude épreuve l'effectivité des droits humains. En effet, c'est au plan social que les conséquences des troubles sont les plus pernicieuses, comme c'est le cas par exemple de la traite des enfants à Agadez et Maradi, du problème des migrants décédés à la frontière nigéro-algérienne, sans oublier la situation préoccupante des réfugiés suite aux événements dramatiques survenus en Libye, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Nigeria, ainsi que les personnes déplacées internes pour des raisons variées, dont notamment les inondations. Il faut s'indigner également des attaques terroristes perpétrées à Agadez, Arlit et Niamey, occasionnant malheureusement des pertes en vies humaines. Par ailleurs, la situation délétère au sein de laquelle se plonge chaque jour la classe politique et les problèmes socio-économiques auxquels font face nos concitoyens doivent interpeller la conscience de tout un chacun. La Commission nationale des droits humains appelle fermement toutes les Nigériennes et tous les Nigériens, notamment les acteurs publics, à un sens plus élevé des responsabilités afin d'éviter tout comportement préjudiciable au développement de notre cher pays et attentoire aux droits humains. En cette veille de la Journée internationale des droits de l'homme, nous souhaitons que l'effort de chaque Nigérien s'inscrive dans le respect de la personne à travers ses actions. Nous devons nous efforcer d'aimer et de garantir pour les autres ce que nous aimons et garantissons pour nous-mêmes. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie. Je le disais, à l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre aujourd'hui, 9 décembre 2013, la journée mondiale de lutte contre la corruption. À cette occasion, la Haute Autorité à lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Alcia, a fait le point sur ses activités au cours d'une cérémonie à laquelle a pris part le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini, Amsat Mahamadou Salif Karba. Célébrer le 9 décembre de chaque année, la Journée internationale de lutte contre la corruption offre l'opportunité de sensibiliser le monde aux problèmes de la corruption et faire connaître le rôle de la Convention des Nations Unies contre la corruption en matière de lutte et de prévention. Le Niger s'est engagé aux côtés d'autres pays par la mise en place de la ALCIA, véritable organe de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. 2 ans après sa création, le Niger a enregistré des progrès significatifs en avançant de 113e place en 2012 à 106e place en 2013 sur un effectif de 177 pays selon les indicateurs de Transparency International. Toujours selon ces mêmes indicateurs, le Danemark est en tête de la liste des pays les moins corrompus du monde.
Cela est dû au fait que les services et les fonds publics ne sont pas utilisés pour les gains privés, a dit la chargée d'affaires de la coopération danoise. Notre succès dans la lutte contre la corruption, c'est plutôt le résultat d'une société civile ouverte et vibrante, d'une presse libre et critique, d'un engagement politique fort, d'une législation appropriée et d'institutions efficaces. En autres termes, il est difficile d'être corrompu au Danemark, tout simplement parce qu'on a peu de chances de s'en sortir. Les risques sont grands et les conséquences dures. J'ai la ferme conviction que c'est cela la clé de notre succès. Et à cause de notre succès dans la lutte contre la corruption, nous avons également réussi dans d'autres domaines. Nos efforts dans les combats contre la corruption favorisent le développement économique et la prospérité de notre peuple, renforcent notre confiance vis-à-vis de nos leaders politiques et de la démocratie et s'avèrent essentiels dans l'application de la loi et la protection des droits des hommes. Pour le président du réseau parlementaire de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la lutte contre ce fléau est un préalable à tout combat pour le développement. Ce combat rude nécessite l'engagement de tous pour une victoire dans le but de construire un Niger émergent. Des efforts ont certes été enregistrés, mais beaucoup reste encore à faire dans le cadre de la lutte contre la corruption au Niger. Au cours de cette année, les investigations de la Halcia ont porté sur plusieurs affaires ayant trait, comme d'habitude, au domaine suivant: fraude dans les examens et concours, favoritisme dans les marchés et corruption, concussion dans les marchés publics, détournement de deniers publics, fraude dans les opérations douanières. Au plan de la prévention de la corruption, la Halcia est actuellement dans un processus passif d'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Pour notre part, je puis vous assurer de l'engagement de la Halcia à assumer ses missions avec détermination en dépit des adversités. Toutefois, Monsieur le Premier ministre, il est indispensable de conforter l'assise juridique de notre institution en la dotant de prérogatives juridiques aptes à lui permettre d'assurer efficacement ses missions par l'adoption de la loi anticorruption au Niger. En effet, les pouvoirs de la Halcia sont actuellement limités, notamment dans le cadre du déclenchement de la procédure de détection et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, dans le cadre de la coopération avec les institutions financières, dans le cadre du recouvrement des avoirs, toutes choses constituant par ailleurs des préoccupations de l'opinion publique où la Halcia est fortement attendue. De plus, il est important de procéder à l'incorporation de notre ordre juridique interne des dispositions relatives aux conventions et protocoles sur la corruption régulièrement ratifiés par notre pays. La corruption doit être combattue à tout prix car c'est un mal qui entrave le développement de notre pays. Nous nous retrouvons aujourd'hui au siège de la Halcia, cet instrument qui a été mis en place en 2011 et qui est en train de faire ses preuves. Nous félicitons véritablement l'équipe de la Halcia pour les efforts réalisés depuis, même si nous savons qu'il y a beaucoup d'obstacles qui font que les efforts sont encore en deçà de nos attentes. C'est vrai que nous avons gagné des rangs en termes de perception de la corruption. Ceci est encourageant, mais nous souhaiterions faire plus. Nous souhaiterions être en deçà de la tranche de 100, être vraiment dans, comme on dit, les deux chiffres dès maintenant pour que d'ici 2015, nous soyons véritablement parmi les premiers pays non corrompus. C'est ça notre objectif. Et nous allons y parvenir, Inch'Allah, parce que par essence, le Nigérien est contre la corruption. Mais il l'a subi par un certain nombre de considérations. Et il suffit, à mon avis, de mettre en place les instruments tels que la Halcia pour que la corruption régresse véritablement. Et pour cela, je crois que certains l'ont dit tout à l'heure, notamment la représentante du Danemark, le rôle de la société civile, le rôle des médias est extrêmement important.
au lieu de s'adonner aux activités quotidiennes de politique politicienne, je crois que ces acteurs ont tout intérêt, ils gagneraient à s'adonner aussi à la lutte contre la corruption. C'est une maladie réelle qui entrave nos efforts de développement. Donc nous devons nous y mettre. La Halcia, comme cela a été dit, va être renforcée, notamment sur le plan de son statut. Nous pensons que ces 2 années d'exercice ont permis de mettre en exergue un certain nombre de faiblesses qui seront corrigées, Inch'Allah, très prochainement en revisant les textes qui régissent cette institution. Avec pour thème zéro corruption, 100% de développement pour l'atteinte des objectifs du millénaire d'ici 2015, cette journée permettra à chacun, selon le secrétaire général des Nations Unies, d'œuvrer en vue d'un avenir viable. Des chants et des sketchs ont été dédiés à la lutte contre la corruption. La fin de la cérémonie a été sanctionnée par une visite des locaux de la Halcia. Le Niger accueille demain la journée de réflexion sur le thème « Les innovations majeures du Code général des impôts », journée à laquelle assisteront les experts des pays membres de l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest, activité organisée par l'Association professionnelle des experts et conseillers fiscaux du Niger, APCF. Et à cette occasion, nous recevons Maître Aïssata Jibo Gazibo sur ce plateau. Maître, bonsoir. Bonsoir, vous êtes présidente de l'Association professionnelle des experts et conseillers fiscaux du Niger, APECF, dont l'objectif est entre autres d'aider le Niger à faire du secteur des impôts un véritable levier de développement économique et social. Dites-nous alors les raisons qui expliquent donc la création de cette association et quelle est sa mission. Je vous remercie encore une fois, M. Apari. Je remercie toute l'équipe de Télé Sahel et les responsables pour cette occasion qui m'est offerte pour présenter l'association professionnelle des experts fiscaux, des experts et conseils fiscaux du Niger. C'est une association qui a vu le jour le 8 décembre 2012 à Niamey. Donc, le sigle, c'est APCF Niger, donc en abrégé, Association professionnelle des experts et conseils fiscaux du Niger. C'est une association apolitique, laïque, à but non lucratif. Donc, elle est dotée de la personnalité morale. La devise de l'association est égalité et justice devant l'impôt. Cette association a été créée par des cabinets de conseil fiscal et juridique de la place, donc, dont la plupart sont des inspecteurs des impôts qui ont travaillé auparavant dans la structure de l'administration avant de s'installer en privé pour combler un vide. Parce que je dis combler un vide parce que jusqu'à 2000 encore, l'an 2000, il n'y avait pas de cabinet de conseil fiscal au Niger strictement dit. Les conseils étaient donnés donc, par d'autres structures et c'est à partir des années 2000 que donc, les premiers cabinets de conseil fiscal et juridique se sont installés au Niger. Maintenant, presque 13 ans après, il y a toujours un vide, en ce sens que, contrairement aux autres pays de la sous-région, dans l'espace CEDEAO, où il y a des associations et des ordres même des experts fiscaux, au Niger, il n'y avait aucune structure. Donc c'est fort cela qu'à partir de décembre 2012, nous avons décidé donc, de créer cette association pour combler ce vide. L'association, comme vous l'avez dit, a pour objectif principal d'aider le Niger à faire du secteur des impôts donc un véritable levier de développement économique et social. L'activité, donc, entre autres missions, l'association a naturellement la défense des intérêts matériels et moraux des membres pour l'exercice de la profession, n'est-ce pas, des membres et la promotion de la justice et du civisme fiscal. Nous avons également comme mission la recherche, le perfectionnement des membres en matière de fiscalité, de gestion fiscale, de gestion domaniale et foncière, aussi bien nationale qu'internationale, parce que la fiscalité évolue, surtout au niveau international, ça évolue très vite, et donc il faut qu'on puisse être à hauteur. Donc ça fait partie des missions pour qu'au Niger, nous ne soyons pas en retard par rapport à l'évolution de la fiscalité sur le plan international. Autre objectif, donc, c'est permettre de former, informer et sensibiliser les contribuables sur les questions fiscales.
qui dit contribuable, nous sommes tous contribuables. Vous êtes contribuable. Je vous donne l'exemple. Quand vous voyez à la fin du mois, on vous donne votre bulletin de salaire, vous avez une retenue, on appelle à l'époque IUTS, impôt unique sur le traitement du salaire, et depuis janvier 2013, on appelle ITS. Donc, vous êtes contribuable. Maintenant, quand vous prenez votre salaire, vous voyez, c'est moins l'impôt, vous avez un petit pincement. Mais c'est quand on vous explique que cet impôt-là est nécessaire pour le développement économique. Quand on vous explique que dans les pays, même les plus développés du monde, la fiscalité, donc les recettes fiscales ont une part importante dans les ressources de l'État en tant que national, sur le plan national, donc en tant que contribuable, vous ferez moins la mine, donc vous comprendrez mieux la nécessité de la fiscalité, la nécessité des prélèvements. Donc c'est pour cela, donc la mission entre autres de l'association, c'est de permettre aux contribuables, aussi bien les personnes physiques que les personnes morales, de comprendre les questions fiscales, de comprendre la nécessité de la fiscalité pour le développement économique. Nous avons également, donc, ça doit servir de structure de collaboration entre l'administration fiscale et les contribuables. Quand le droit fiscal, qui dit droit, dit parfois des conflits d'intérêts. Des fois, les contribuables ne comprennent pas ce que veut la direction des impôts. De l'autre côté, la direction des impôts ne comprend pas les agissements des contribuables. Donc, il faut une partie, une tierce partie compétente qui comprend aussi bien les questions fiscales, aussi bien que l'administration, pour permettre aux contribuables de mieux comprendre. Donc, ça sert entre autres, nous sommes entre l'administration et les contribuables pour pouvoir comprendre la fiscalité et permettre donc de promouvoir le développement économique et social. La PECF a été créée le 8 décembre de 2012, l'anniversaire c'était hier, et déjà demain vous célébrez, donc il y aura demain la journée de réflexion sur le thème les innovations majeures du Code général donc des impôts généraux, à laquelle assisteront les experts des pays membres donc de l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest. Qu'attendez-vous de ces assises? En fait, ces assises sont organisées à l'occasion de la visite officielle de la délégation de l'UDFAO. L'UDFAO, c'est l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest. Cette visite, c'est pour officialiser l'adhésion de l'APCF, donc du Niger, à cette structure de la CEDEAO. Donc l'UDFAO a été créée en 2011 sous la présidence de l'ancien président de la communauté donc, de la CEDEAO, son Excellence Victor James Degbo. Donc c'est une structure qui est parrainée par la CEDEAO. Donc c'est pour consacrer l'affiliation, l'adhésion du Niger que la délégation de l'UDFAO, qui est composée de son président, du vice-président, de son secrétaire exécutif trésorier, et donc ils sont venus au Niger pour officialiser. C'est à l'occasion de cette adhésion officielle, dans ce moment qu'on a jugé bon d'organiser en même temps donc, cette journée de réflexion sur les innovations majeures du Code général des impôts. Le Code général des impôts est entré en vigueur en janvier 2013. Avant 2013, il n'y avait pas un Code général en tant que tel, il y avait des textes éparses, n'est-ce pas, qui gèrent les différents impôts. Donc même pour les inspecteurs, il était difficile donc, de travailler avec ces textes éparses, à fortiori les contribuables qui sont des profanes. Donc c'est pour cela que le Code a été mis en place. Et depuis janvier 2013, il y a encore beaucoup de zones d'ombre où les gens ne connaissent pas encore quelles sont ces innovations. Même au niveau donc, de l'administration fiscale, ce n'est pas encore totalement vulgarisé. On a jugé utile donc en collaboration avec la Direction générale des impôts qui est notre parrain. Et c'est d'ailleurs eux qui vont animer ce séminaire, donc cette conférence, les innovations majeures, afin d'informer les gens sur ce qui est intervenu comme innovation entre les anciens textes et le nouveau texte. Journée de réflexion, alors, et votre structure, je rappelle, votre structure est jeune, APECF est désormais membre à part entière de l'UDFAO. Alors, dites-nous l'intérêt que notre pays peut en tirer de cette adhésion. L'intérêt que le pays peut en tirer de cette adhésion, c'est très, très important. Je prends un exemple. Dans l'espace CEDEAO, une fois qu'un pays adhère, il y a des conférences qui sont organisées. Donc, tout récemment, en septembre, la délégation du Wauti était à Pétersbourg
à l'invitation donc de l'ordre du Conseil européen. Alors, une fois qu'on adhère, on va avoir des conférences qui seront organisées dans le pays. Donc, ça fera en 2016, normalement, plaise à Dieu, il y aura une conférence annuelle qui sera organisée au Niger. Et à ce niveau-là, il y aura tous les experts fiscaux, non pas seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais du monde entier qui vont arriver. Et surtout, non seulement leur présence, ça permet de faire connaître le pays, mais surtout l'avantage, l'adhésion avec la Fédération européenne. Donc, ça nous permet d'évoluer sur la fiscalité internationale. Donc, au Niger, on ne sera plus en reste, on sera en phase avec la fiscalité régionale, sous-régionale et internationale. Sans compter que l'arrivée de ces gens, ça apportera beaucoup de devises au niveau donc des structures touristiques, l'artisanat et autres. Mais ce qui importe plus, c'est surtout l'évolution, n'est-ce pas, pour être à hauteur par rapport à l'évolution de la fiscalité internationale, ce qui permet, parce que comme on dit, en fonction des expériences des pays, il y a des façons plus souples pour percevoir l'impôt, des façons plus souples pour amener le contribuable à mieux comprendre l'impôt. Donc des échanges d'expérience, ça sera très important. Comme je dis, un contribuable bien informé, bien sensibilisé, ça facilite la tâche de l'administration fiscale. Votre structure, je le rappelle, est jeune mais dynamique et je vous laisse un message particulier à prononcer à l'endroit du public. Le message particulier, c'est que le public sache que la fiscalité, c'est le domaine de tout le monde. Donc il faut qu'ils sachent aussi qu'ils ont des partenaires maintenant qui peuvent les aider à mieux comprendre la fiscalité. Aussi bien le public côté administration que le public côté citoyen. Il s'agit qu'il y a une structure qui est là pour les aider à mieux comprendre la fiscalité, pour les aider à payer, comme on dit, ce qu'il faut, juste ce que la loi leur demande de payer, pas plus, pas moins. Ce qu'il faut, parce que ce que la loi doit payer, c'est permet à l'État de fonctionner. Il ne faut pas qu'on les demande de payer trop. Il ne faut pas aussi que le paiement, parce que la loi a dit, il faut payer. Donc en fait, pour le défendre, à être au milieu, à être le droit, comme on dit, à dire le droit fiscal, la loi fiscale. Maître Aissata Jibo Gazibo, je rappelle que vous êtes présidente de l'association professionnelle des experts et conseillers fiscaux d'Inger APSF. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. La réunion du comité technique national de santé CNTS au titre de la revue annuelle conjointe 2013 a débuté ce matin au palais de congrès de Niamey. L'ouverture de cette réunion qui statuera sur la mise en œuvre du plan d'action annuel 2013 et amendera le projet du plan d'action 2014 des services de santé a été présidé par le ministère de la Santé publique Manoua Gali, Mamadou Adamou et Mariam Dokou. Il vous souviendra que depuis 2011, le gouvernement du Niger, à travers le ministère en charge de la santé publique, met en œuvre le plan de développement sanitaire PDS 2011 à 2015. Ce plan, assorti d'un programme de travail quinquennal dont l'objectif majeur est l'amélioration de la santé des populations, constitue le cadre de référence pour les interventions dans le secteur de la santé au Niger. Ainsi, pour évaluer la qualité de la mise en œuvre de ce plan de développement sanitaire, il a été prévu une revue semestrielle au niveau régional et central et une revue annuelle au niveau national. C'est donc dans cet esprit que se tient la présente rencontre. De manière globale, elle a pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des plans d'action annuels 2013 et à amender les projets des plans annuels 2014 des services de santé à tous les niveaux du système. J'invite vivement le Comité technique national de santé à examiner avec toute l'attention et la rigueur requise les documents qui seront soumis à son appréciation. Pour ce faire, je vous exhorte à plus de sacrifices pour faire une programmation réaliste et réalisable pour qu'au sortir de cette réunion, nous puissions mobiliser les ressources nécessaires à l'amélioration de l'état de santé des populations. Veuillez cher aux autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, tout en saluant l'excellence de la collaboration entre les différents services du ministère de la Santé et leurs organisations, a invité
les partenaires à mieux s'investir en vue d'une analyse approfondie de la situation. Je me vois dans l'obligation d'inviter aussi les partenaires techniques et financiers, quels que soient nos prioritaires sectoriels et les dialogues bilatéraux que chacun de nous puisse être en train de mener, à profiter de l'occasion pour insérer toutes nos interventions dans un même cadre programmatique, tout en échangeant avec les services nationaux sur la meilleure performance du système. Ce Conseil technique national de santé se présente comme une opportunité pour la création de synergies et la diminution des déperditions liées à l'incoordination. Dans ce sens, nous espérons également... Les leçons tirées de cette évaluation permettront au ministère de la Santé publique et à ses partenaires de faire des projections pour l'année 2014. Un séminaire international s'est ouvert ce matin au Grand Hôtel de Niamey. Il s'agit de celui de clôture du projet triangulaire Italie, Niger, Sénégal, INS pour développer les capacités des autorités locales dans la gestion des ressources propres. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de l'Intérieur qui a présidé la cérémonie en présence des autorités locales concernées par le projet, à savoir celle de la ville de Niamey et du conseil régional de Lougal au Sénégal et des partenaires, notamment l'Union européenne qui a financé le dit projet à hauteur de 75%. Gérard Abdelaziz, Issouf Samaïla. Après 4 années d'exécution du projet de coopération triangulaire Italie-Niger-Sénégal, l'heure est au bilan. Le projet avait comme objectif d'améliorer la dotation des ressources humaines, méthodologiques et technologiques pour que les autorités locales de la ville de Niamey au Niger et du conseil régional de Louga au Sénégal puissent réaliser une valorisation des ressources propres et en s'appuyant sur une meilleure politique fiscale, soutenir les investissements pour les services de base aux populations. Cette coopération décentralisée avec l'Italie a abouti à plusieurs réalisations. La désignation et la formation des acteurs Turin, Milan et Louga sur la fiscalité locale et le système d'information géographique. La production et la diffusion de plusieurs publications relatives à la fiscalité locale sur le site web du projet. L'élaboration d'un atlas de la fiscalité locale à Niamey. La mise en place d'une base de données géoréférencée à partir de logiciels libres ou open source avec le concours des techniciens de la ville. Le projet s'inscrit dans le cadre des programmes européens de la Commission de l'Union européenne. L'Union européenne reste toujours engagée aux côtés des autorités locales pour appuyer le renforcement de leurs capacités et soutenir leurs initiatives pour l'avènement d'une société plus équitable, plus ouverte et plus démocratique. Les autres partenaires du projet, à savoir la province de Turin, chef de file, la province de Milan et le Fonds provincial milanais pour la coopération internationale, ce sont par le biais de leurs représentants réjouis de la franche collaboration qui a prévalu lors de l'exécution du projet et ont renouvelé leur disponibilité à accompagner les bénéficiaires. Après avoir indiqué les efforts consentis par les autorités de la 7e République en accordant un peu plus de moyens financiers aux collectivités décentralisées, le secrétaire général adjoint du ministère en charge de l'Intérieur a souligné les opportunités qu'offre la coopération décentralisée. Il a enfin présenté sa gratitude au nom des autorités nigériennes à la Commission de l'Union européenne pour son appui constant au Niger. Le projet de coopération triangulaire qui nous réunit est l'illustration parfaite de cet outil combien indispensable dans le financement des collectivités locales. C'est ici le lieu d'adresser, au nom des plus hautes autorités, celui du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses empêchées, et au mien propre, mes vifs remerciements et ma gratitude à la délégation de l'Union européenne pour avoir financé le projet INS. Je voudrais à cet instant solennel lancer un vibrant appel à l'endroit de l'Union européenne pour qu'elle continue à accompagner nos collectivités locales en quête de ressources pour leur développement. Les résultats atteints par le projet INS, les études développées et les perspectives seront au centre de cette rencontre qui regroupe les élus locaux de la ville de Niamey et du conseil régional de Louga au Sénégal et les partenaires, entre autres.
Le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger, Loïc Crespin, dans sa politique de modernisation et d'élargissement de la coopération avec les autres médias internationaux, a à cet effet réceptionné ce matin à la maison de la télévision un important lot de matériel audiovisuel, un don de la radio et télévision turque. Cette action qui entre également dans le cadre d'échanges d'expériences entre les médias des deux pays et pour renforcer leurs relations. Sakinata Abdou Sitikou. Ce don de la Turquie fait suite à la signature d'un protocole entre l'ORTN et la TRT pour échanger les expériences et l'installation du satellite Turksat pour la reprise des signaux de l'ORTN. La présente remise s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de l'ORTN en vue d'une meilleure amélioration des conditions de vie et de travail des agents. Ce don est composé d'une caméra et de 3 magnétoscopes Betacam pour la récupération des archives analogiques. Peut-être une petite symbole de cadeau pour la nouvelle an au nom de notre télévision, radio-télévision de la Turquie qui s'appelle TRT. Ils sont transportés grâce au appui de notre agence de développement TICA. Mais comme vous avez déjà mentionné, je crois qu'il y a plusieurs projets qui sont en cours pour renforcer les capacités de votre institution, aussi pour partager les expériences entre les deux chaînes de radio et télévision, entre les deux pays frères. Voilà, Inch'Allah, ils seront utiles. Cette initiative de la télévision et radio turque a été saluée par le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Niger. Je voudrais vous remercier au nom du gouvernement du Niger et au nom du ministre de la Communication pour ce premier don. Je sais que depuis l'arrivée de son excellence le Premier ministre turc, les relations entre le Niger et la Turquie ont connu un coup de fouet et beaucoup de dossiers avancent au titre de la coopération. Au niveau de l'ORTN, nous avons reçu plusieurs délégations de la TRT, de la TICA, de Turksat, afin de mettre en chantier plusieurs dossiers. Et nous espérons que très bientôt, beaucoup de choses vont se concrétiser entre la TRT, Turksat et la TICA. Ce don servira à l'ORTN de mieux accomplir sa mission, celle d'éduquer, d'informer, de sensibiliser et de distraire. En période de la 7e conférence des instances de régulation des télécoms d'Afrique (CIRCAF), l'association des opérateurs de télévision d'Afrique (OPTA) a animé une conférence de presse ce matin. Le but de cette rencontre avec la presse est d'édifier celle-ci sur un certain nombre de notions, dont celles relatives à la télévision numérique terrestre, ses avantages et ses inconvénients. Maria Madakou, Askou Jibril. Cette conférence de presse tenue à la veille des assises de la 7e conférence des instances de régulation des télécommunications d'Afrique (CIRCAF) par les membres de l'association des opérateurs de télévision africaine OPTA vise à échanger avec la presse nigérienne en vue de l'éclairer sur quelques notions relatives au passage de nos chaînes au système de télévision numérique terrestre. Ça implique quoi? Ça implique de nouveaux investissements, ça implique de nouveaux métiers, ça implique aussi quelques changements au niveau des pays, parce que dans ce cas, il va falloir installer des multiplexes pour recevoir toutes nos chaînes en numérique. Bon, évidemment, il y aura un confort visuel inégalé par rapport à l'analogique aujourd'hui, un confort auditif aussi inégalé par rapport à l'analogique. Mais nous, au niveau de l'OPTA, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Depuis 12 ans, on est dedans. En ce qui nous concerne ici au Niger, Dieu merci, Téléstar est en TNT tel que défini par l'UIT depuis 3 ans. C'est-à-dire en TNT UHF. En TNT UHF. MMD. T2, MPEG 4. Téléstar y est depuis 3 ans. D'ailleurs, Téléstar fait MPEG 2, MPEG 4, TNT 2. Quand vous sortez, vous allez voir un mur de télévision. Vous verrez que c'est la TNT. Avec une antenne simple, on reçoit ça. Donc, Téléstar est déjà passé. Les autres, franchement, il n'y a que 2 petits appareils à changer. Ils les changent, ils changent l'antenne et ils sont en TNT.
Qui parle de passage au numérique parle nécessairement d'un certain nombre d'innovations, notamment la probabilité de l'universalisation des opérateurs de multiplex, une situation qui ne laisse pas indifférents les membres de l'association des opérateurs de télévision africaine. Pour recevoir la télévision numérique terrestre, il faut un récepteur pour recevoir la télévision numérique terrestre. C'est-à-dire qu'un appareil qui va recevoir le numérique et qui va le décoder pour que une télévision normale puisse recevoir. Ou que le téléviseur soit équipé d'un tuner qui puisse tuner le numérique pour envoyer l'image à l'écran. Au Cameroun, vous avez déjà tout le Cameroun est couvert par la TNT, par un privé. Vous partez au Rwanda, c'est la même chose. Au Gabon, ils sont en TNT. Congo-Brazzaville, ils y sont. C'est fait par les Africains, par des nationaux. Donc, ce n'est pas que nous sommes déjà prêts. Nous avons déjà été prêts. On est dedans. On est dedans. Cette conférence co-animée par Ali Toumani du Niger et Sidibé Smaïla du Mali de l'Association des opérateurs de télévision africaine a permis une mise à niveau d'information des journalistes nigériens sur cette fameuse notion de télévision numérique terrestre. Lancement ce matin au lycée municipal de Niamey de la campagne de dépistage volontaire du VIH et SIDA dans les établissements scolaires. La campagne est organisée par le ministère de la Santé publique en collaboration avec celui de l'enseignement secondaire sur financement de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Une conférence sur le thème dépistage en milieu scolaire a été animée à cette occasion. Oumou Danchourou Jamila et Askou Jibrila. Pour la célébration de la journée internationale de lutte contre le sida, cette année, les élèves franches vulnérables de la population n'étaient pas en reste. En effet, le lycée municipal de Niamey a servi de cadre ce matin au lancement de la campagne de dépistage volontaire du VIH-Sida en milieu scolaire. Cette campagne se tiendra du 9 au 20 décembre dans des établissements scolaires en vue d'informer et de sensibiliser les élèves sur cette maladie, mais également de les faire connaître leur statut sérologique. Ici au Niger, la séroprévalence chez les jeunes, selon l'enquête de surveillance de seconde génération, SSIG, est de 0,09%. Seulement 15,33% des jeunes ont des connaissances sur les moyens de prévenir le risque de transmission sexuelle du VIH. Alors que 10,40% ont eu leur rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. Les programmes de prévention parviennent à atteindre seulement 36,19% des jeunes. Et 32,21% ont bénéficié d'un test du VIH et connaissent les résultats. Cette campagne va consister à organiser 5 conférences débats sur le VIH couplées au dépistage dans 5 établissements scolaires. On doit mettre l'accent par rapport à cette cible afin qu'elle ne soit pas infectée parce que cette cible constitue les bras valides du pays. Si on n'a pas de jeunes, on ne peut pas parler de pays. Donc c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur le dépistage en milieu scolaire afin que les jeunes puissent avoir l'information par rapport au VIH-Sida et surtout connaître le statut sérologique afin de pouvoir continuer à être en bonne santé. Cette initiative va certainement permettre aux élèves d'être davantage sensibilisés afin d'adopter des comportements exemplaires pour préserver leur santé et au-delà leur avenir. Clôture ce matin à Niamey du 2e Assemblée générale du réseau des organisations des pasteurs et éleveurs nigériens européens. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit des autorités nigériennes. Mamoud Idrissa Mega et à côté Wakalasan. Après 2 jours de travaux, mais surtout d'échanges entre éleveurs-pasteurs membres du ROPEN, toutes les questions relatives au développement de l'élevage et à l'amélioration des conditions de vie des nomades ont été examinées. Des solutions aux problèmes et difficultés de l'heure ont été également proposées de part et d'autre. Les participants ont dressé à cet effet des recommandations. À l'endroit du gouvernement, vu la violation des instruments juridiques nationaux et sous-régionaux à l'endroit des éleveurs-pasteurs, vu les événements meurtriers intervenus en novembre 2013 au Mali,
ayant occasionné la mort de 21 éleveurs, les participants à la deuxième Assemblée générale d'Europe Maroc recommandent à l'État de diligenter une enquête pour identifier et traduire les auteurs de ces crimes devant la justice. À l'endroit de l'Assemblée nationale, recommandations relatives au code pastoral. Vu les dispositions pertinentes contenues dans le code pastoral pour la sécurisation de l'élevage pastoral au Niger, les participants à la deuxième Assemblée générale d'Europe Maroc recommandent à l'État d'accélérer l'adoption des textes d'application de l'ordonnance relative au code pastoral. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, vu les dispositions pertinentes contenues dans le code pastoral pour la sécurisation de l'élevage pastoral au Niger, les participants à la deuxième Assemblée générale d'Europe Maroc recommandent aux partenaires techniques et financiers d'appuyer l'Europe dans le cadre du plaidoyer pour influencer les politiques pour l'adoption du décret d'application de l'ordonnance relative au code pastoral, l'Assemblée générale. Un nouveau bureau a été élu lors de cette Assemblée générale. Un protocole d'accord a été signé entre l'Européenne et la cellule nationale de coordination de l'APES. L'objectif est de promouvoir une synergie d'action dans les domaines d'intérêt commun des deux associations. Le président d'Européenne a appelé pour une mobilisation sociale et l'implication des éleveurs pasteurs dans la prise des décisions et politiques nationales en la matière. Les objectifs d'Européenne cadrent parfaitement avec la politique de sécurisation des espaces pastoraux du gouvernement de la 7e République. C'est pourquoi les membres du bureau, élus par ma voix, prennent l'engagement d'accomplir loyalement les missions que vous nous avez confiées. Je vous demande de nous accompagner de jour comme de nuit pour que la mission qui nous est confiée soit conduite à bon terme pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Disons que c'est sur une note de satisfaction générale que les travaux de cette deuxième Assemblée générale d'Européenne ont pris fin. Installation du nouveau bureau régional de Niamey de l'Association nigérienne des professionnels du tourisme et de